Bien évidemment, on n'est pas installé pour ça. Hors micro, d'abord, je vous mes excuses parce que je suis effectivement le président de l'Académie de chirurgie cette année 2018. Je n'étais pas là à l'inauguration dans un congrès qui n'était pas plus passionnant, mais à Phnom Penh au Cambodge. Et Philippe Basset est le responsable de la cancérologie à l'Académie de chirurgie. Et on va donc continuer à modérer la journée de recherche clinique de ce vendredi 23 novembre. Philippe, vas-y, on introduit, je crois que commence. Alors, je vous demanderai de respecter effectivement le temps de parole, de 15 minutes. Et j'appelle le premier orateur, M. Seth Mungier. Alors, optimisation d'un dispositif innovant pour améliorer la prise en charge thérapeutique anticancéreuse basée sur des organoïdes 3D vascularisés dérivés de tumeur, piège. Pardon. Pourtant, j'avais pris ma respiration. Tumeur de patient des femmes médecine de précision. On vous écoute. Bonjour à tous, chers membres de l'Académie, chers collègues. Je m'appelle Joseph Stinger, je suis interne en chirurgie thoracique à Strasbourg et je commence une thèse de science sur ce sujet. Mon travail s'intitule « L'optimisation d'un dispositif innovant pour améliorer la prise en charge thérapeutique anticancéreuse basée sur des organoïdes 3D vascularisés dérivés de tumeurs de patients à des fins de médecine de précision ». Ce travail a été réalisé en collaboration avec l'équipe INSERM 1260 du Dr Gessel à Strasbourg et le service de chirurgie thoracique du professeur Massard à Strasbourg. Pour développer mon propos, je commencerai par une introduction, puis je vous dévoilerai les différents objectifs de mon travail, les différents moyens pour y parvenir, les résultats de mon étude, et je finirai par la discussion et les perspectives qui en découlent. Une brève diapo sur le cancer du poumon, que vous connaissez tous, c'est la première cause de mortalité par cancer dans le monde. La chirurgie demeure la pierre angulaire du traitement du cancer bronchique non en petites cellules. Il y a une phase de latence prolongée dans la maladie puisque les malades sont asymptomatiques longtemps, ce qui conduit à seulement 20% des malades opérables au moment du diagnostic. Le traitement systémique associe la chimiothérapie et éventuellement la radiothérapie. Et à l'heure actuelle, en l'absence de cible identifiée, que ce soit un marqueur mutationnel ou les biomarqueurs de l'immunité, la chimiothérapie demeure probabiliste. C'est-à-dire que M. Schmitt 2T et M. Schmitt DT, qui ont un adénocarcinome pulmonaire du même stade, auront exactement le même traitement. Depuis la dernière décennie, l'arsenal thérapeutique disponible a évolué. En effet, à la fin des années 2000, la thérapie ciblée a été développée et a permis d'améliorer le pronostic de certains malades. En effet, dans le cancer bronchique non en petites cellules, les mutations de l'EGFR et la translocation ALK peuvent donner lieu à un traitement ciblé. D'autres drivers oncogéniques tels que CARAS ou BRAF ne sont pas accessibles à un traitement à l'heure actuelle. L'indication de thérapie anti-angiogénique reste peu claire et varie en fonction des centres. Et l'ensemble de ces thérapies ciblées sont réservées au stade avancé. Elles ont une certaine efficacité mais sont non suffisantes dans la prise en charge du patient. L'immunothérapie a amené un changement complet de paradigme, puisque pour la première fois depuis le début de la lutte contre le cancer, ce n'est pas la cellule tumorale qui est la cible, mais c'est le micro-environnement tumoral et a priori les lymphocytes. En effet, les anti-PD-L1 et les anti-PD1 ainsi que les anti-CTLA4 vont réactiver les lymphocytes T et permettre l'activité antitumorale du système immunitaire. À l'heure actuelle, une grande partie des molécules thérapeutiques développées ne passent pas le développement clinique. On évalue qu'environ 95% des molécules développées par les grandes industries pharmaceutiques ne passent pas jusqu'à un stade clinique. Les différents tests de screening qui sont actuellement utilisés en pharmacologie sont d'un côté les sphéroïdes ou les organoïdes dans une matrice 3D non vascularisée. Dans la plupart des cas, les sphéroïdes sont dérivés de lignées cellulaires. L'autre test possible pour tester les drogues, c'est la greffe de cellules tumorales chez la souris, autrement appelée patiente de Rett-Lugart, avec une vascularisation et un micro-environnement qui dérive de la souris. L'utilisation de lignées cellulaires a des limites. En effet, on a observé dans de nombreuses études récentes qu'on a une meilleure prédictivité par rapport à la clinique quand on teste une drogue en 3D que si on la teste sur des cellules en 2D. Cependant, la plupart des études récentes sur ce sujet
concerne des lignées immortalisées. Je rappelle aussi qu'on peut tester les thérapies ciblées et les chimiothérapies conventionnelles sur les cellules en 3D. L'utilisation de PTX, donc le micro-environnement et le réseau vasculaire va dériver directement de la souris, et la latence de greffe peut durer plusieurs mois. Ce qui incombe qu'il n'y a aucun retour au patient possible sur les PDX, puisque en général, on attend entre 6 à 10 mois pour obtenir un PDX et tester une drogue dessus, ce qui est incompatible avec le retour au patient. Les objectifs de mon travail découlent des diapos que je viens de vous montrer, à savoir l'optimisation d'un dispositif innovant pour améliorer la prise en charge anticancéreuse, qui est basé sur des organoïdes 3D à partir de biopsies de patients, dans un système vasculaire et un système si possible vasculaire fonctionnel, c'est-à-dire qu'un flux liquidien peut passer au travers du réseau vasculaire développé. Pour permettre cela, il faut connecter notre dispositif à un système microfluidique et je vous montrerai ça tout à l'heure. L'objectif final est bien sûr le retour au malade, puisque nous avons vu avant que les PDX ne le permettent pas. Je vous présente à présent le matériel et les méthodes de mon travail. Nous avons utilisé comme matrice le fibrine-gel, nous avons utilisé comme lignée cellulaire les cellules MG63 qui sont les cellules d'ostéosarcome qui étaient déjà présentes au laboratoire quand je suis arrivé, raison pour laquelle nous avons commencé à travailler sur cette lignée. Les cellules A549, lignée cellulaire de cancer du poumon, adénocarcinome, les cellules endothéliales issues du cordon, les cellules souches mésenchymateuses. Tout ça a été combiné et traité en culture cellulaire, en 2D ou en 3D. En 3D, je vous montrerai les différentes techniques qu'on a utilisées plus tard. En parallèle des lignées cellulaires, bien sûr, notre objectif final, c'est la biopsie pulmonaire, et nous avons étudié le tissu sain et le tissu tumoral. L'ensemble de ces cultures ont été analysées autant en microscopie optique, électronique, confocale, ou en immunofluorescence, immunohistochimie. Les résultats, je vais vous les présenter tout de suite. Le premier volet, c'est la préparation d'organoïdes vascularisés à partir des lignées, qui va nous servir de preuve de concept pour la suite de nos travaux. Donc vous pouvez voir à gauche, c'est la technique des plaques en gouttes suspendues. Donc avec une pipette, on va les déposer 40 microlitres de milieu contenant un nombre aléatoire de cellules qu'on va déterminer, et on obtient, après 5 jours de culture dans du milieu, des organoïdes homogènes et dont la taille va dépendre du nombre de cellules ensémencées. Ça marchait très bien avec notre première lignée, c'est-à-dire les cellules d'ostéosarcome, puisqu'elles produisent une matrice et qu'elles ont la surface épithéliale, elles vont plus facilement former un organoïde, alors que dans les lignées cellulaires tumorales pulmonaires, malgré de nombreuses tentatives, la technique des plaques en gouttes suspendues n'a pas fonctionné. Nous avons donc utilisé une autre technique, la technique des puits ULA, Ultra Low Attachment, qui ne permettent pas l'adhésion cellulaire. Les cellules vont donc flotter dans le milieu de culture et vont former au long des agrégats. En utilisant uniquement les cellules épithéliales comme les cellules A549 adénocarcinome pulmonaire, après 5 jours de culture, nous n'obtenons pas de réel agrégat et les cellules flottent de façon un petit peu disparate dans le milieu. Cependant, après l'ajout de cellules mésenchymateuses souches aux cellules A549, après 5 jours de culture, nous obtenions un organoïde rond et relativement homogène. Le gel de fibrine, donc c'est la matrice avec laquelle on a travaillé dans ces travaux, on a fait beaucoup d'essais sur d'autres matrices et c'est vraiment le gel qui nous a paru le plus simple parce qu'il est homogène à l'observation, très simple d'utilisation et permet un suivi au microscope. Sur le schéma de gauche, vous voyez la technique de culture en insert. Au fond de l'insert, il y a une fine lame de fibrine gel qui contient les cellules d'intérêt. Autour de l'insert, on met une ligne de culture et on va le changer tous les 48 heures. Sur la photo de droite, on observe au milieu l'organoïde formé après 5 jours de culture, comme je vous l'ai montré préalablement, avec une couronne de cellules vasculaires qui forment un réseau et qui vont venir se connecter en fait, et pénétrer l'organoïde. Voilà le même résultat en immunofluorescence. On voit sur les coupes du milieu l'organoïde au milieu qui apparaît en rouge et le réseau vasculaire qui est concentrique et qui va former une toile d'araignée jusque dans l'organoïde et le réseau vasculaire va même se développer à l'intérieur de l'organoïde. Nous avons ici une coupe en Z-scan microscope confocal où on observe plan par plan à différentes couches notre organoïde avec le réseau vasculaire qui s'est développé à l'intérieur. Un réseau vasculaire qui apparaît anarchique et qui peut ressembler au réseau vasculaire qu'on peut trouver dans le micro-environnement tumoral. Je vous parlais précédemment de la puce microfluidique. Il s'agit d'une puce qui est connectée à un flux qui est en général très lent. Ces cellules, on les a injectées
dans un volume de 5 à 10 microlitres dans la puce, donc un volume très petit, injection délicate. Et au bout de 4 jours de culture en flux, on observait un réseau vasculaire formé. Cependant, à l'heure actuelle, notre puce microfluidique n'est pas adaptée, parce que les canaux de la puce font 100 microns et les organoïdes que nous formons font entre 200 et 300 microns. Nous ne pouvons donc pas, à l'heure actuelle, injecter les organoïdes dans cette puce. Nous travaillons avec différents laboratoires industriels pour avoir une puce dédiée à notre projet. La deuxième partie, donc c'est à partir de biopsie de patients, la préparation d'organoïdes vascularisés. On s'est inspiré d'une publication japonaise qui concerne le cancer colorectal et qui part de biopsie de patients pour aller former des organoïdes. Donc le prélèvement se faisait au bloc opératoire, la synchronisation avec les différentes équipes était très importante, le consentement du patient était signé la veille, on emmenait directement la pièce en anatomopathologie, en extemporané, et on récupérait un fragment de tissu sain et tissu tumoral. Au laboratoire, on réalisait des microfragments qui étaient digérés dans un cocktail d'enzymes, 4 enzymes différentes, et après 1h30 de digestion et un comptage cellulaire, on mettait en culture dans les plaques que je vous ai montrées précédemment, les plaques-là. Là, on observe un organoïde après 8 jours de culture d'adénocarcinome muté Caras G12V, c'est le tout premier patient de la cohorte, en coloration hématoxyline et eosine. Nous avons réalisé les colorations d'immunohistochimie. Sur la gauche, vous voyez le Ki67, marqueur de prolifération, a priori des cellules tumorales. Au milieu, les cellules épithéliales qui sont marquées, et à droite, les cellules immunitaires. Nous avons donc obtenu des organoïdes mixtes de cellules tumorales, épithéliales et inflammatoires immunitaires. Nous avons fait exactement la même chose avec le tissu sain. Après 8 jours de culture, nous obtenions des organoïdes ronds, de taille plutôt homogène, et qui faisaient entre 250 et 300 microns de diamètre. Voilà les résultats préliminaires de notre cohorte. Il y a 6 patients inclus. On a eu une autorisation pour prélever 100 patients sur Strasbourg. 5 adénocarcinomes pulmonaires ont été prélevés, 1 carcinome neuroendocrine, et sur le pourcentage de réussite des organoïdes, nous avons 83% de réussite sur les organoïdes de tissus tumoraux et 67% de réussite sur le tissu sain. Je vous le dis tout de suite que le tissu sain, c'est surtout destiné à faire des tests de toxicité, puisque les tests de toxicité seront réalisés sur les cellules tumorales. En discussion, je voudrais vous dire que la technique de culture 3D est adaptée au type cellulaire, puisque vous avez vu que sur la première lignée, ça ne fonctionnait pas et qu'il a fallu changer de technique. Dans certaines techniques, il y a une nécessité de cette mésenchymateuses souches. L'infiltration du réseau vasculaire dans l'organoïde se déroule au bout de 4 à 5 jours de culture, et nous avons plutôt été heureux et optimistes par rapport à la facilité d'obtenir des organoïdes dérivés du patient à partir du cancer du poumon. Les perspectives, c'est la caractérisation fine des organoïdes, et pour ça on a une collaboration avec le service d'anatomopathologie de Strasbourg, l'inclusion dans la puce microfluidique dédiée, les tests d'anticancéreux, donc on a des contacts avec différents pharma pour obtenir des molécules de chimiothérapie, l'intégration de la composante immunitaire pour vraiment tester l'effet oncolytique des immunothérapies. On travaille avec ça avec le professeur Tartour à l'hôpital européen Georges Pompidou et le docteur Bernard Roche-Amigorena à l'Institut Curie. Voilà le schéma récapitulatif de mon travail. Donc, la première étape, ça va être de caractériser l'organoïde, intégrer dans une composante immunitaire, la vasculariser si possible dans une puce microfluidique pour obtenir un réseau vasculaire fonctionnel, et enfin tester les molécules disponibles en monothérapie ou en association dans un délai qui doit être compatible avec les recommandations de l'INCA, c'est-à-dire 4 à 6 semaines, pour pouvoir revenir au patient dans un délai acceptable. Le tout pour que M. Schmitt et M. Schmitt n'obtiennent au final pas le même anticancéreux, mais bien un anticancéreux adapté et personnalisé. Je vous remercie pour votre attention. Des questions sur cette remarquable présentation et remarquable technologie. Alors, je vais faire une première question qui est, si vous voulez, je conçois très bien l'organoïde qui sert tout à fait bien pour tester, vous l'avez dit, les différentes chimiothérapies. Est-ce que vous pouvez repréciser un petit peu la façon dont on peut intégrer à l'organoïde le système immunitaire pour pouvoir mieux tester les checkpoints? Parce que ça dépend bien évidemment de comment on va intégrer le système lymphocytaire. Est-ce que ce sera le système lymphocytaire du patient? Est-ce que ce sera nous? Parce que ça va être le débat. Autant on comprend facilement la chimiotoxicité sur un organoïde cellulaire tumoral, autant le traitement en utilisant l'environnement tumoral est plus complexe à comprendre. Bien sûr. Alors, pour dire ça, la première réponse est qu'on utilise déjà les cellules inflammatoires, parce que comme vous l'avez montré, dans l'organoïde que nous obtenons, on obtient des cellules marquées CD45+. Donc on a des cellules immunitaires qui restent à caractériser de façon plus spécifique. On a des cellules immunitaires du patient dans l'organoïde obtenu. On a prévu également de faire un prélèvement sanguin périphérique en même temps au bloc opératoire. On est en train de faire le consentement et les démarches pour ça, le protocole.
pour pouvoir récupérer éventuellement des monocytes du sang circulant. La deuxième réponse, c'est effectivement tester l'efficacité de l'immunothérapie via le micro-environnement tumoral. Pour ça, il y a une publication qui date de juin 2018 où en fait ils ont mis en présence des organoïdes dérivés de lignées cellulaires par contre. Donc c'était effectivement les A549 que j'ai aussi utilisé dans mes travaux, qu'ils ont mis en co-culture avec des lymphocytes NK pendant 24 heures. Et en fait, au bout de 24 heures, ils observent la migration des cellules, des lymphocytes NK dans l'organoïde, qui vont vraiment pénétrer l'organoïde et qui détruisent, ils mesurent l'action oncolytique des cellules NK au cours du temps, après 24 heures de co-culture. Et là, les résultats qui sont très intéressants. On a déjà fait, d'ailleurs, je me permets de vous préciser, on a déjà fait le test à Strasbourg avec des monocytes dérivés du sang qu'on a récupérés via l'établissement français du sang. Donc on a mis en co-culture également avec les organoïdes que je viens de vous présenter. Parce que si on regarde ces organoïdes en microscopie, on voit quelque chose d'intéressant. Alors, on a été très content de former rapidement des organoïdes, mais malheureusement, l'inconvénient dans notre étude, c'est l'histologie, puisque dans le cancer colorectal, ils obtenaient fréquemment des histologies comparables avec des glandes comparables aux glandes de tubercules. Chez eux, il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Nous, on n'a pas réussi à obtenir un arbre alvéolaire ou la formation de bronchioles. Ça, on n'a pas pu l'avoir. D'un autre côté, dans le cancer du poumon, les organoïdes dérivés du patient, les premières publications datent de cet été et aucune ne fait mention d'une structure histologique qui se serait reconstituée in vitro. Mais effectivement, dans le cancer colorectal, il y a des publications où on voit très bien l'histologie qui s'est reformée. Franco. Non, bravo, c'est un très joli travail. Alors, moi, je parlerais presque plus de sphéroïdes que d'organoïdes. Vous obtenez, voilà. Donc, effectivement, ça peut être une limite à ce que vous voulez faire. J'avais une autre chose, vous avez des problèmes de puces microfluidiques, donc je ne sais pas avec qui vous travaillez. Vous savez que pour l'instant, à l'Institut Gilles de Gênes, il y a un développement sur les puces microfluidiques qui est absolument fantastique. Ils font tout ce qu'on veut, donc éventuellement, vous vous adressez à eux. C'est avec eux qu'on travaille, en fait, ils ont formé différentes startups. LV6 et ils ont eu 3 startups et dont LV6 et on travaille avec eux déjà sur l'élaboration d'une puce microfluidique qui soit dédiée. On peut imaginer une chambre dédiée à l'organoïde qui fasse par exemple 300 microns par laquelle on injecte l'organoïde et une chambre de 100 microns comme les autres où on injecte notre réseau vasculaire qui va aller se connecter comme j'ai pu vous montrer. Et effectivement, les organoïdes c'est un grand débat. Durant toute l'année, j'ai appelé, et j'ai failli fourcher aujourd'hui, durant toute l'année, j'ai appelé ça des sphéroïdes, parce que quand on fait la technique des plaques en gouttes suspendues, on obtient vraiment un sphéroïde concentrique, rond ou homogène. Cependant, ce n'est pas adapté à tous les types de cultures cellulaires. Donc les premiers, je les ai appelés sphéroïdes. Ce qu'on obtient sur les biopsies de patients, ce sont plutôt des organoïdes. Et on a discuté aussi avec différents industriels qui nous ont dit que pour eux, il n'y avait pas vraiment d'impact, que ce soit sphéroïde ou non. C'est plus des marqueurs d'oncotoxicité ou de toxicité cellulaire, de lisse cellulaire, qui vont être recherchés qu'une diminution de taille, comme on pourrait l'observer sur un scanner d'un patient. C'est pas tellement ça le problème, et au final, pour eux, ce n'est pas une limite. Bien, alors encore merci beaucoup pour ce très très beau travail, et on va